Alors, mesdames, messieurs, chers habitants de la première circonscription de Seine-et-Marne, chers élus, il y en a qui vont arriver, chers agents, chers représentants associatifs, chers amis, chers camarades, je suis très honoré de vous retrouver aujourd'hui pour ce moment de vœux. C'est le premier que je fais hors les murs. L'année dernière, c'était à la permanence, on était un petit peu serrés, rappelez-vous, pour celles et ceux qui étaient présents. C'est un moment qui est important, c'est un moment qui est à la fois simple, essentiel. Simple parce qu'il s'agit de se souhaiter le meilleur, et je vais vous le souhaiter plein de fois. Essentiel parce qu'il nous permet de nous retrouver aussi, de nous parler, de faire communauté de sens, de valeurs, dans un monde qui pousse trop souvent à l'isolement et au repli. Et en plus, on le fait ici, ce qui représente beaucoup pour nous, parce que c'est un peu notre QG, l'Abreuvoir, clairement. Je me rappelle très bien de la dissolution de 2024, c'est là où on a eu notre réunion de crise, sur la terrasse à côté. Donc c'est un lieu pour nous qui est très significatif. Et merci d'ailleurs de nous y accueillir aujourd'hui. Alors je veux tout d'abord vous adresser à toutes et tous mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle année 2026. Des vœux de santé, c'est l'essentiel, parce qu'elle conditionne tout le reste. Des vœux également de stabilité, même si politiquement, je vais y venir, c'est compliqué. Et de sérénité pour vous et vos proches. Et surtout, des vœux d'espoir, car même dans les périodes difficiles, l'espoir est une force collective qui nous fait tenir. L'année écoulée n'a pas été simple, là je fais mise. Inflation, difficulté d'accès au logement, tension sur les services publics, inquiétude pour l'avenir, dans un contexte de montée en tension sur la scène internationale, sentiment d'abandon parfois. Ici en Seine-et-Marne, ces réalités sont très concrètes et je les observe au ras du sol quand je me déplace en circonscription. Elles se vivent à Melun, à Damary-les-Lys, dans toutes les communes, dans les quartiers, dans les centres-villes, comme dans les villages que je sillonne et que pour certains je découvre. Mais ce que je veux dire ce soir, c'est que notre milieu de vie, il est fort aussi de ses habitantes, de ses habitants. Il est fort de sa solidarité, de son tissu associatif, je vais y venir, c'est fondamental. Fort de l'engagement de ses agents publics, de ses élus locaux, qui travaillent parfois dans l'indifférence, et parfois aussi dans la défiance des habitantes et des habitants. Bref, de toutes celles et ceux qui, chaque jour, font tenir la République debout contre vents et marées, malgré les risques d'effondrement et de délitement moral. Être débuté, je l'ai découvert sur le tas, c'était pas prévu, et j'apprends. C'est beaucoup consacré de temps au travail parlementaire, à l'Assemblée. C'est examiner des lois, les voter, contrôler l'action du gouvernement, le questionner aussi, comme j'ai pu le faire cette semaine, à plusieurs reprises. C'était assez intense cette semaine. Par exemple, mardi matin, c'était le ministre de l'économie, je l'ai interrogé sur le méga centre de données de Fouju, qui est juste à côté. Avant-hier, c'était lors des séances de questions au gouvernement, j'ai questionné le ministre des Affaires étrangères sur la situation à Alep, et notamment la nécessaire protection du peuple kurde, qui est aujourd'hui exposé à des combats fratricides dans le nord-ouest et est de la Syrie. Donc c'est le genre de choses que je fais à l'Assemblée. Ça me retient beaucoup de temps à Paris, et de fait, et j'en discutais encore tout à l'heure, c'est vrai que je suis un peu moins présent à Melun. En fait, je n'ai qu'un corps. Je l'ai découvert encore plus depuis que je suis député. Donc ça me retient beaucoup à Paris, mais je fais également tout mon possible pour être présent ici en circonscription, dans les permanences, dans les associations que je visite, et je rencontre beaucoup de mes visites, si vous suivez sur les réseaux sociaux. J'écris beaucoup, parfois des pavés, je sais que je demande beaucoup de votre temps de lecture, mais au moins vous savez ce que je fais. Et les associations, j'en visite beaucoup, et je mets en valeur leur action, aux côtés de celles et ceux qui rencontrent des difficultés aussi, et qui ont besoin d'un relais, d'un soutien, d'une voix. Et c'est aussi cette capacité d'interpellation que je peux avoir auprès des administrations que je mets en branle dans ces cas-là. Je veux aussi le dire ce soir, c'est l'occasion. Rien de tout cela ne se fait seul. Saint-Martin, c'est une espèce de petite entreprise collective. Si je peux être présent sur le terrain, aussi à l'Assemblée nationale, c'est que j'ai la chance d'être entouré d'une équipe de collaboratrices et de collaborateurs engagés, compétents, profondément investis au service de l'intérêt général. Ils m'accompagnent au quotidien, ils me subissent aussi. Oui, ils me subissent. Dans l'ombre, parfois aussi. Et avec professionnalisme, avec un sens de l'humanité remarquable, ils s'investissent pour le mandat, qui est encore une fois un mandat collectif. Moi, je l'envisage vraiment comme ça. Leur travail est essentiel, et je tiens à les remercier publiquement. Fatia Motet,
Fatia, que vous connaissez forcément, qui est ma députée suppléante et collaboratrice en circonscription, hein, qui travaille en face de la mairie. Hein, la permanence est en face. Je squatte l'ancien poste de la police municipale. Donc on est derrière les barreaux, mais c'est plutôt confortable. Donc Fatia qui ne ménage pas son énergie pour aider dans les problèmes qui nous sont rapportés en permanence, ainsi que les mobilisations et les luttes qui ne manquent pas de survenir, et on traite beaucoup de dossiers. Et généralement, quand on vient en permanence du député, c'est que c'est la dernière porte qui s'ouvre, potentiellement. Et je dois dire qu'on traite des dossiers parfois très compliqués, et Fatia est d'une efficacité redoutable, vraiment. Et je tiens vraiment à la remercier pour tout son travail et son implication. Romane Mayer, qui n'est pas là ce soir, qui est ma directrice de cabinet, qui n'a pas pu venir, et qui m'accompagne dans mes activités à Paris, notamment dans l'art que j'ai découvert de la légistique, la production de la loi. Ça, c'est très technique. Donc, c'est publier des textes de loi, les examiner, amender les textes, enfin, tout un travail que j'ai découvert. Hein. Je n'étais pas formé à ça, donc elle m'aide beaucoup, précisément, à naviguer dans la bureaucratie parlementaire. Et elle a cette vertu aussi, c'est ma charge mentale administrative. Donc, dès que j'ai une facture, c'est pour Romane. Donc, je la remercie infiniment de faire ce travail, parce que c'est pas commode, mais c'est évidemment très essentiel. Je remercie aussi Tomek Godefroy qui est derrière avec l'appareil photo, qui m'aide à communiquer au mieux, qui me forme aussi à la communication politique, parce que vous le savez, moi, dans une autre vie, je suis universitaire, chercheur au CNRS, donc j'ai l'habitude de faire des discours fleuves de 2 heures qui intéressent à peu près 10 personnes. Donc moi, c'était mon format de verbalisation avant, et Tomek m'enseigne l'art de la communication en 2 minutes. La capsule Twitter. Alors je ne sais pas si je suis performant, mais en tout cas j'apprends beaucoup avec Tomek, qui est formé à la communication politique et qui ne manque pas de bonnes idées en la matière. Donc merci à Tomek. Je vais citer aussi Pierre Castex, qui m'aide à m'orienter de façon optimale dans les arcanes du champ politique. Alors, lui non plus n'est pas là ce soir, parce que c'est l'anniversaire de sa petite sœur. Bon, voilà, tout le monde avait une bonne excuse, hein, mais vraiment je tiens à souligner l'importance de son implication. Il connaît redoutablement bien le champ politique, notamment à Paris. Je citerai également Rémi Béagle, qui est ici présent, il est là, quelque part, qui a travaillé avec moi pendant 1 an dans la mise en place du mandat, dans ce moment un peu étrange, et applaudissons-le, merci. Je sais pas où il est, toi, Rémi. Parce que, en fait, au tout début, quand vous mettez en place votre cabinet, votre équipe, moi, c'est mon premier mandat, donc vous savez pas à quoi ça ressemble, en fait, l'Assemblée. Hein. Et donc on s'est mis en place et Rémi a été très très utile et important dans le dispositif parce qu'il m'a permis de faire des notes sur tous les dossiers sur lesquels maintenant je... Merci. Merci Rémi. Parce que vraiment il y a tellement de dossiers à traiter et on passe du coq à l'âne en permanence à l'Assemblée. Enfin c'est une broyeuse. Hein. Le mardi matin je suis passé des data centers aux réseaux sociaux, à l'évaluation des politiques scientifiques, puis après la situation des Kurdes. C'est ça toute la journée, donc c'est une espèce de broyeuse. Hein. Donc moi j'ai besoin d'appuis doctrinaux, programmatiques, pour pouvoir avancer de façon à peu près sereine. Et Rémi m'a beaucoup aidé dans ce travail-là. Donc ça c'est l'équipe Saint-Martin. Voilà. C'est la Dream Team, franchement. J'ai de la chance, parce que vraiment ils sont très bons. Et ensemble je trouve que on fait, alors c'est le moment un peu arrogant, je trouve qu'on fait du bon boulot. Et c'est solide, et encore une fois, merci pour votre implication. Cela dit, nos moyens, parfois, ils me paraissent assez dérisoires quand on voit l'étendue des problèmes à traiter pour affronter les nombreuses situations que nous découvrons chaque jour. Tous les textes de loi qui nous sont donnés à lire, là je vais faire 3 discussions en tribune d'ici 2 semaines sur la situation de la démocratie en Turquie, sur les réseaux sociaux numériques, à interdire pour les moins de 15 ans. J'aurai aussi comme texte les lois de simplification, c'est un texte horrible des LR, donc je passe. Bon, là, encore une fois, là aussi, on se dit, il y a tellement de choses à faire, on ne sait pas où donner de la tête, mais en tout cas d'avoir un cabinet qui fonctionne, ça permet au moins d'affronter tout ça. Tout au long de l'année, j'ai reçu, et je reçois encore, je l'ai dit tout à l'heure, des familles qui sont confrontées à des situations de logement indigne. Là, je vais faire la jonction entre le national et le local. Hein. Des locataires qui sont épuisés, des démarches sans réponse, des salariés précaires, des mères isolées, des personnes étrangères en attente de régularisation parfois depuis des années. Ça, c'est des dossiers qui sont terribles qu'on traite avec Fatia. Ces situations, elles ne sont pas isolées, elles racontent une réalité sociale que nous ne pouvons pas accepter comme une fatalité, et on se bat au quotidien pour faire en sorte que ça se passe mieux. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai fait du droit au logement digne un axe central de mon engagement, assez vite hein, quand je me suis déployé.
À l'Assemblée nationale, j'ai ainsi interpellé la ministre, c'est plus elle, enfin, ça change beaucoup les ministres. Hein, et des fois, quand vous questionnez un ministre, c'est pas le même qui répond. Enfin, ça tourne très vite. Et parfois, c'est un ancien collègue de l'Assemblée qui est devenu ministre. Et un ministre que vous allez questionner redevient député. Alors, bref, donc je l'avais interpellé à l'époque, la ministre du Logement, sur les conditions de vie inacceptables dans certains logements sociaux de notre territoire. Vous avez peut-être vu passer ce dossier, c'était Habitat 77. Donc là, on s'est mobilisé très lourdement. Et on voit la jonction entre le local et le national sur ces questions-là. Et le logement, évidemment, c'est pas un privilège, hein, mais un droit fondamental. Et je vais continuer encore à me mobiliser sur ces questions-là, puisque ça revient constamment à l'Assemblée, hein, ces discussions. Porter la voix de notre circonscription, c'est aussi agir au niveau national, j'ai dit. À l'Assemblée, je siège notamment, je permute beaucoup entre les commissions, à la commission des affaires culturelles et de l'éducation, où je défends une école plus juste, une jeunesse protégée et émancipée, et une culture accessible à toutes et tous. J'y ai notamment travaillé sur la protection des mineurs face aux dangers des réseaux sociaux. Ça, c'est le sujet du moment, qui est très complexe, très fragmenté, avec cette interdiction au moins de 15 ans, qui pour l'instant a été debunkée. On pourra en discuter si vous voulez. Moi, j'ai construit ma position. C'était pas évident au départ. C'est techniquement très difficile, hein, parce qu'il y a du droit européen, etc. Bon, là, c'est le genre de sujet sur lequel on se prononce, et qui est un sujet qui concerne directement de nombreuses familles qui m'interpellent ici. Hein. Donc on voit clairement qu'il y a un lien entre les deux. Et s'agissant des questions éducatives, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, j'ai déposé une proposition de loi. C'était en juillet, peut-être pas le meilleur moment pour déposer une proposition de loi. Une proposition de loi qui vise à lutter contre les arnaques de l'enseignement supérieur privé lucratif, qui est un scandale majeur. Hein. Des milliards qui échappent littéralement. C'est l'alternance qui vient nourrir tout un business de boîtes qui fabriquent des diplômes en carton. J'en ai visité quelques-unes. Et là, on a un scandale d'État majeur qui va revenir au Parlement avec un projet de loi du gouvernement. Moi, disons que j'ai lancé l'alerte avec une proposition de loi. Et là-dessus, vous allez voir, je serai combatif parce que le projet de loi du ministre est vraiment très inconséquent et régule plus qu'à la marge. Et surtout, normalise ce business qu'en fait, moi, j'ai envie d'interdire. Bon, ceci dit, c'est pas constitutionnel de l'interdire. Bon, ça pose un léger problème juridique. Mais en tout cas, on fait exister une bataille culturelle. L'université doit être gratuite, ouverte. Voilà. Et ça, c'est un point de vue que je défends. Parce que trop de jeunes et de familles se retrouvent piégés par ces établissements qui promettent beaucoup. Et moi, l'idée, c'est quand même de protéger la jeunesse contre ces arnaques. Et c'est aussi cela, notre responsabilité collective. J'ai également pris position sur des choix structurants pour notre avenir commun. J'ai voté tout naturellement et de bon cœur la résolution de notre groupe qui s'opposait à l'accord de libre-échange Mercosur. Vous l'avez sans doute suivi, c'était très intense à l'Assemblée. Ça a été voté à l'unanimité. C'était une loi insoumise, hein. Elle a été votée à l'unanimité. Parce que cet accord, hein, UE-Mercosur, met en concurrence déloyale des agriculteurs français et va à l'encontre des exigences sociales et environnementales les plus élémentaires. Ça m'a amené d'ailleurs la semaine dernière à me mobiliser dans une, je ne sais pas si vous avez vu, dans une situation un peu étonnante. C'était la première fois que je vivais ça. J'ai soutenu des agriculteurs qui voulaient passer par Melun. Ils étaient une centaine avec des tracteurs, une trentaine de tracteurs. Et j'ai fait l'interface entre les forces de l'ordre et les agriculteurs qui étaient très mécontents, qui voulaient aller à Paris. Et là, le député, il se met entre les deux. Et il fait de la médiation dans la neige, avec des barricades de neige qui s'étaient formées sur la D606. C'est un moment assez étonnant. Mais en tout cas, moi, que j'ai trouvé passionnant du point de vue politique. Parce qu'on a passé la nuit à échanger. Ils voulaient me séquestrer. On m'a dit, écoutez, séquestrer un député LFI, je pense que ça intéresse personne. Hein. Tant mieux qu'il reste... Bon, c'est pour la blague. Hein. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça passionnant. D'ailleurs, on a eu des échanges. C'était la coordination rurale d'Occitanie. Hein. Ils étaient montés en tracteur depuis l'Ariège, la Lozère. Enfin, 700 bornes en tracteur. Ils arrivent et puis ils sont barrés à Melun. Gérés. C'était un moment que j'ai trouvé passionnant du point de vue politique. Entre autres engagements que vous pouvez aussi retrouver sur le site internet de l'Assemblée, j'ai voté en faveur de la nationalisation d'ArcelorMittal. Je ne sais pas si vous avez suivi le débat aussi sur la souveraineté industrielle technologique de la France. Ça, c'était fondamental pour moi, parce que là, l'industrie, l'emploi et la souveraineté ne peuvent être abandonnés aux seules logiques financières. Et il en va de la préservation d'une base industrielle ô combien indispensable à la survie de la nation. Et là, c'est le commissaire de la Défense nationale qui parle aussi. On a besoin de ces usines aussi pour fabriquer des armes. Parce que vous savez qu'en ce moment, une ambiance martiale qui s'impose partout dans le monde, hélas.
Mon engagement porte aussi sur les enjeux de long terme. Je vais les signaler aussi, parce qu'un député doit aussi se projeter dans le temps, quand bien même c'est un peu difficile dans le cadre parlementaire actuel. J'ai contribué à la rédaction d'un rapport d'information, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, sur la filière des satellites. Vous savez que c'est ma passion, l'astronautique. Ça, c'était pour le compte de la Défense nationale, et c'était un rapport que j'ai co-rédigé avec Corinne Vignon, qui est députée à Toulouse, députée Renaissance, EPR, avec qui on a bien travaillé, même si on n'était pas d'accord sur tout. En tout cas, on a proposé plein de recommandations politiques qui ont été remises dans la boucle au gouvernement. À Matignon, on a été auditionné plusieurs fois. Et là, l'idée, c'est d'être aussi force de proposition. Et parfois, poil à gratter. Parce que là, il y a de la bataille culturelle aussi sur les questions d'industrie. Et j'essaye d'être force de proposition. Je peux citer aussi un autre rapport que j'ai rédigé avec des députés, notamment Bastien Lachaud et Marina Mesure, qui est députée européenne. Là, c'est pour l'Institut La Boétie, qui est la Fondation Insoumise, qui vise à définir une stratégie spatiale nationale alternative pour sauver l'industrie spatiale, rien que ça. Donc là, quand même, on met la barre très haut pour la recherche, la souveraineté technologique, etc. Et puis pas plus tard qu'hier, j'étais encore chez Ariane Group à Vernon pour aller voir sur site la fabrication de Maya, du lanceur Maya, qui doit accélérer le sursaut industriel du spatial français. Ça, c'est des choses qui me tiennent vraiment à cœur et que je déploie dans mon mandat. Et parce que ces enjeux nationaux ont aussi des traductions locales très concrètes, je ne sais pas si vous l'avez vu passer aussi, ça c'est un sujet qui est énorme. J'ai tenu à organiser à Fouju, alors c'est pas ma circonscription, mais peu importe, c'est super important. Il y a des liens très nets avec notre territoire. J'ai organisé une réunion publique sur la question des centres de données, des méga centres de données. Juste à côté de chez nous, vous avez le plus grand data center d'Europe qui s'installe. 50 milliards d'euros. C'est Abu Dhabi qui finance, avec Nvidia, donc les Américains, etc. Ça pose plein de grosses questions de souveraineté industrielle, technologique, et aussi de protection des données, puisque c'est américain, donc sachez que ça part direct là-bas, les données. Et donc j'ai organisé une réunion publique qui était passionnante. Et ça, c'est un sujet sur lequel je vais m'investir de plus en plus, la question de la souveraineté numérique. Là, on a un enjeu fondamental. Il y a un projet de loi qui va revenir bientôt du gouvernement qui s'appelle Résilience et infrastructures critiques. C'est en gros la question de la cybersécurité, la cyberdéfense. Ça paraît technique, même un peu chiant, mais en fait, c'est super important. Rappelez-vous, le conseil départemental a été hacké, piraté. C'était beaucoup d'argent qu'on a perdu, de réparation, etc. Mais c'est surtout un accès au service public qui a été entravé parce qu'il y a eu une cyberattaque. Donc là, on a un enjeu fondamental de protection et je me positionne sur ces questions aussi. Vous le savez sans doute, j'ai également pris mes responsabilités en m'opposant à des budgets et à des réformes qui fragilisent notre modèle social, nos services publics et notre sécurité sociale. Là, c'est des batailles dures, rangées dans l'hémicycle. Ce sont toujours les mêmes qui paient le prix de l'austérité. Les classes populaires, les agents publics, les territoires déjà en tension comme le nôtre. Il y a eu des coupes dures dans les collectivités locales. C'est des milliards en fait. Et après, on doit réajuster dans les départements, dans les collectivités locales, quand on doit construire des budgets. C'est compliqué, ils sont à l'os. Et là, on voit que les débats qu'on a dans l'hémicycle, parfois c'est appuyé pour, contre. En fait, c'est un effet direct sur une politique publique. Et bon, moi, quand il s'agit de couper dans les dépenses des services publics, je dis contre. Contre. Et les votes sont évidemment publics. Donc vous pouvez aller vérifier. On y passe des heures à défendre les services publics. Je vais pas spéculer sur où on en est du point de vue budgétaire, parce qu'en fait, j'en sais rien. Ce matin, je devais être dans l'hémicycle pour continuer à examiner le projet de loi de finances, la partie des recettes qu'on examine pour la 3e fois. Enfin, c'est inédit, c'est jamais arrivé un truc pareil. Donc on ne sait absolument pas où on en est. Je disais, je devais examiner ce matin. En fait, c'était le cas jusqu'encore à minuit et demi. Et on a appris que finalement, le gouvernement avait décidé de ne pas ouvrir le débat. Donc, il nous donne rendez-vous mardi pour un 49.3, je pense, ou des ordonnances, on verra. Donc, c'est l'ambiance qui est quand même... on n'a jamais vécu quelque chose d'aussi intense du point de vue de la bataille parlementaire, avec potentiellement un gouvernement qui pourrait tomber encore. Là, il était en sursis, c'est passé à 22 voix près mercredi, avant-hier. Oui, c'est quand même terrible. Donc, il y a des chances qu'il y ait une motion de censure qui soit votée encore, enfin 3 motions de censure, parce qu'il y a 3 49.3 qui doivent être déposées pour voter le budget, avec potentiellement un gouvernement qui tombe, un nouveau gouvernement, moi j'en ai vu quand même 2 tomber, et potentiellement un 3e, et peut-être une dissolution du député qui est en face de vous. Et la dissolution, c'est un acte un peu étrange, c'est performatif.
quand le président s'avance devant les Français à 20h pour dire « j'ai décidé de dissoudre », je ne suis plus député dès qu'il a dit « dissoudre hein. ». Enfin, c'est fini. Y compris mon équipe. On ferme le rideau. C'est violent. J'avais entendu cette expression qui m'avait terrifié quand j'étais arrivé à l'Assemblée. Une collègue EPR, enfin Renaissance, qui me dit bah, c'était un plan social. La dissolution, un plan social. Enfin, c'est vraiment littéralement ça. Hein. C'est des centaines et des centaines de personnes, enfin, c'est beaucoup de monde à l'Assemblée. On est 300, il y a 300 collaborateurs dans notre groupe, plus ceux du groupe. Enfin, et vous multipliez par tous les députés, enfin, c'est beaucoup de monde, et d'un coup, tout le monde s'arrête et on repart en campagne pour 3 semaines. C'est ce qu'on risque d'ici fin janvier, début février. Moi, je vous le dis, droit dans les yeux, s'il y a dissolution, j'y retourne, de bon cœur, parce qu'on n'a pas peur des urnes. Et puis on verra bien, on fait du mieux qu'on peut pour servir l'intérêt général. Moi, vous le savez, enfin, j'ai une autre vie, je fais de mon mieux en tant que député, et on verra. Hein, on n'a pas peur du vote des Françaises et des Français. Dans leur grande sagesse, ils sauront faire le bon choix. Donc je ne ferai pas de politique fiction, mais force est de constater clairement que nous traversons un trou d'air, une zone de turbulence extrêmement déstabilisante pour tout le monde, évidemment pour vous, hein, mais pour tout le champ politique, avec des effets de bord, des effets de cascade, y compris localement. Parce que vous pensez bien que s'il y a une dissolution, les municipales qui s'ouvrent là, elles sont reportées. Donc là, ça va être un peu dur pour pas mal de gens. Hein. Et pourtant, là c'est le moment positif de la... Parce que je ne vais pas construire une sinistrose collective. Hein. Et pourtant, ça tient encore. Je veux saluer ici, je l'ai dit dès le départ, mais pour moi c'est vraiment important, le travail essentiel des associations de notre circonscription, les associations de solidarité, de bénévoles qui sont présents au ras du sol et qui sont désintéressés, qui le font au service des autres, dans l'aide alimentaire notamment. Récemment, il y avait des vagues de froid, et ben là il y avait des gens qui étaient mobilisés auprès des sans-abri, contre les arrêts anti-mendicité, contre lesquels je vais me battre. Il y a une proposition de loi que je vais déposer bientôt qui visera à interdire ce genre d'arrêté. Même si ça va être compliqué du point de vue juridique, on va se battre pour dire à quel point c'est honteux de faire ce genre de choses. Donc des associations aussi de soutien aux familles ou à la jeunesse qu'il faut évidemment enrôler pour qu'elle participe pleinement de l'effort collectif. Les associations sont un pilier de la cohésion sociale, de la solidarité. Et elles méritent évidemment reconnaissance, respect et moyens. Les mêmes moyens qui sont sacrifiés sur l'autel de l'austérité budgétaire. Je vais également adresser un mot particulier aux agents publics, aux agents municipaux, aux enseignants, aux soignants, aux travailleurs sociaux, enfin, la fonction publique. Hein, alors je suis fonctionnaire d'État, donc là je suis ultra biaisé, mais il faut entendre le genre de débat à l'Assemblée sur les services publics et les fonctionnaires, qu'il faut supprimer, couper, etc. J'évoquais un projet de loi que je vais discuter la semaine prochaine dans le cadre de la niche républicain, qui vise à tout supprimer. Hein. L'ADEME, l'Office français de la biodiversité, enfin, plein d'agences comme ça, on supprime, mais c'est aussi les agents qu'on supprime. Hein. Vous imaginez l'ambiance. C'est la tronçonneuse de Milei, bon bref. En fait, c'est pas possible. Ces services sont hyper importants, y compris les services qui visent à accélérer la bifurcation écologique, dont on a cruellement besoin. Aujourd'hui, on ne parle plus de transition écologique, c'est fini, on accélère dans la destruction. Vous avez suivi le débat sur la proposition de loi Duplon, c'était abominable. Abominable. On sait que là, il faut interdire certains pesticides qui sont vraiment dévastateurs du point de vue de la santé environnementale, humaine, etc. Là, on accélère dans la casse de toutes les normes environnementales. Et de bon cœur. Et s'opposer à ce genre de choses dans l'hémicycle, vous passez pour... Alors, moi, j'ai tout entendu. Hein, Khmer vert, guévariste... Enfin, non, c'est juste protéger la nature et la santé humaine. Donc là, il y a des combats qui sont super importants. Et derrière, ces combats-là, il y a des services publics, des agences qu'il faut aussi défendre. Et étant au CNRS, où il y a toute une partie sciences de l'environnement, j'en sais quelque chose. Donc, défendre les services publics partout où c'est possible. Donc là, il y a une manif pour aider les pompiers mercredi, je le dis, hein, c'est à 11h, j'y serai, dans la mesure du possible. Je termine précisément sur cette note positive, sur la construction du lien social par les associations, par tous les bénévoles, tous les gens désintéressés qui font vivre clairement ce lien social. J'avais mis en place, c'était à l'Assemblée en juin dernier, les médailles des citoyens solidaires. Je ne sais pas si vous avez vu. Pour moi, c'était hyper important. D'ailleurs, il y a quelques médaillés qui sont ici. Et c'est important, on continue de construire.
Et pour moi, c'est important que vous soyez encore là. Donc, encore aujourd'hui, je vais remettre 2 médailles de l'Assemblée nationale. J'ai ce petit pouvoir symbolique dont j'use à bon escient, j'espère. Ces distinctions, elles ne sont pas que symboliques, elles viennent récompenser des parcours, un dévouement, un engagement au service des autres, un engagement qui est d'autant plus à mettre en avant qu'il est discret et construit comme discret, mais profondément utile à notre territoire. Et c'est pour moi une grande fierté de pouvoir, au nom de la représentation nationale, c'est l'Assemblée qui va vous donner, à travers moi, cette reconnaissance. Donc c'est une grande fierté de vous les remettre et de vous remercier et honorer de votre implication au service de l'intérêt général. Mon combat, et je termine là-dessus, mon combat politique, il est clair, il est du côté de la justice sociale, de la dignité humaine, de l'égalité entre les territoires, de la solidarité. Il est, et j'espère que ça se voit, il est combatif, il est sincère. Il y a trop d'injustices à tous les niveaux, et moi ça me met en colère de constater que c'est encore le cas. En ce début d'année, je forme le vœu, qui n'est pas un vœu pieux, que la première circonscription de Seine-et-Marne continue d'être ce territoire de solidarité, d'engagement, de résistance aussi aux injustices. Je forme le vœu que nous continuions à avancer ensemble, habitants, associations, agents, élus, avec exigence, humanité et courage, et par-delà nos différences politiques parfois. Moi j'ai découvert plein d'acteurs locaux, parfois qui ne sont pas sur ma ligne politique, qui m'accueillent parfois en tremblant. Le député insoumis, au sud de la circonscription, c'est adverse, mais néanmoins, en fait, on se retrouve sur plein de problèmes, avec des constats partagés, et parfois même des options programmatiques qui font sens collectivement. Donc, je vous remercie sincèrement pour votre présence, pour votre engagement au quotidien. Je vous remercie de subir mes vœux, quand même, parce que c'est un peu long. Et pour la confiance que vous m'accordez à l'action publique lorsqu'elle est fidèle à ses pratiques et à l'action que j'essaye de défendre. C'est-à-dire, le principe, c'est simple, en fait, c'est ceux de notre République, la Res Publica, indivisible, laïque, démocratique et sociale. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année, une année de santé, de solidarité et de victoire collective. Je terminerai par un ultime remerciement, plus personnel. J'ai remercié mon équipe, c'est important, mais je tiens aussi à remercier Caroline, qui est là-bas, mon épouse. Ouais, vous pouvez la remercier, et l'applaudir, parce que... Et Anouk, je ne sais pas si Anouk est présente dans les parages. Non, elle n'est pas là. Fille ingrate. Donc ma fille, dont toutes les deux, qui endure ce mandat depuis juillet 2024 et qui m'endurait déjà avant, parce que je suis un peu militant politique. Et un mandat qui, de fait, m'éloigne physiquement d'elle et de la maison. Des fois, j'arrive à 1h30 du matin pour repartir le lendemain à 7h. Enfin, c'est quand même... Il y a mieux en termes de présence sur place. Et leur bienveillance... leur encouragement permanent, leur critique aussi constructive, parce que franchement, elles ne sont pas tendres. Quand je fais quelque chose de pas correct, là, j'ai des volets de bois vert à la maison. Donc leur critique constructive qui me permettent d'être meilleur, de m'améliorer, et aussi de leur solidarité dans l'épreuve, qui sont pour moi essentielles. J'en ai fini. Merci pour votre attention. Bonne année à toutes et à tous. Dernière séquence avant de profiter du pot qui suivra. Je vais remettre ces 2 médailles. Voilà. Pour moi, c'était un moment important aussi, parce que, je le disais, le député peut se permettre à un moment donné de remettre des médailles. Et moi, je trouve que c'est un moment qui peut être très intéressant, parce qu'on peut mettre en valeur l'action de camarades, de collègues, d'élus qui œuvrent au quotidien dans le sens que moi j'ai envie de mettre en avant. Donc là, je suis ravi, tu peux venir, Ikram, si tu veux, de remettre une première médaille à Ikram Abdelmouni. Je vais... Je vais te présenter avant. Donc tu es né en 90 à Melun. Tu as très tôt orienté ton parcours vers les métiers du lien social, animé par la conviction que l'humain, l'accompagnement et le collectif sont des leviers essentiels d'émancipation et de cohésion. Son engagement à Ikram s'est d'abord exprimé à travers le sport, en particulier le football, où tu as exercé en tant que coach et contribué à la création des 2 premières équipes féminines de Melun et de Damary-Lélis. Cette expérience t'a permis de participer activement au développement du sport féminin comme outil d'inclusion, d'égalité et d'autonomisation. Tu as ensuite évolué professionnellement dans les domaines de l'animation, des services jeunesse,
avant de t'engager dans le travail social en tant qu'éducatrice spécialisée et médiatrice. Et la médiation, c'est quelque chose de fondamental, dans lequel il faut miser à fond, quoi. Ces différentes fonctions ont consolidé ta vision d'un accompagnement fondé sur la prévention, l'écoute, le dialogue, indispensable au vivre ensemble et à la construction de parcours durables. Parallèlement à ton activité professionnelle, et c'est comme ça que je t'ai rencontré, tu t'es investi de longue date dans la vie associative de la ville et de ton quartier. Et notamment, tu as fondé il y a 2 ans une association à vocation humanitaire dédiée au soutien des populations palestiniennes sur place et à la promotion de la culture palestinienne en France. Tu vas en dire quelques mots. Tu étais en Cisjordanie il n'y a pas très longtemps. Cette initiative, donc, c'est les Palestiniens de cœur, hein, qui a organisé toute une série d'événements hyper importants ces dernières années. Donc cette initiative s'inscrit dans une démarche de sensibilisation, de transmission et de mobilisation autour des valeurs d'entraide, de justice et de solidarité, notamment auprès des jeunes générations, mais surtout auprès du peuple palestinien, exposé à un génocide atroce. Donc moi, je suis honoré de te remettre une médaille qui est ici, que je te remets, et puis merci pour ton action, qui est extrêmement utile, et je te confie le micro pour un petit mot. Ça marche, merci beaucoup. Je vais quand même vous montrer le beau bijou que j'ai reçu. Et je sais pas, peut-être sans le micro, c'est peut-être mieux, je sais pas. Le micro, c'est pas mal en fait pour l'enregistrement, enfin pour la captation. Très bien. Alors tout d'abord, je tiens à remercier Arnaud et Fatia pour l'honneur que vous me faites aujourd'hui et à vous rappeler toute la considération que j'ai pour vous, le profond respect, et bravo pour tout le travail que vous faites, bravo pour tes vœux, bravo pour ton énergie. On s'est rencontrés sur le terrain, on se voit tout le temps sur le terrain, et c'est un plaisir pour moi et un honneur d'être debout aujourd'hui à côté d'une personne aussi intègre et humaine que toi. Je me tiens aussi ici au nom de tous les bénévoles. Je ne me tiens pas là uniquement en mon nom. Il y a énormément de personnes qui travaillent dans l'ombre. Souvent, on met en avant les présidents ou les représentants, mais les plus forts, ce sont les bénévoles, ce sont les personnes qui travaillent dans l'ombre. Donc là, j'ai un beau message de remerciement chaleureux pour en tout cas tous les bénévoles de toutes les associations melunaises et bien sûr les petits bénévoles des Palestiniens de cœur. Je remercie également toutes les associations qui travaillent pour le bien vivre ensemble dans la ville et avec qui on peut coopérer lors de nos actions. J'ai un message qui est simple, que ce soit de la France à la Palestine, il y a un seul mot, c'est la solidarité n'a pas de frontières. Donc oui, en effet, je rentre de Cisjordanie. Ce mot, j'aime pas l'utiliser. Cisjordanie, ça n'existe pas. Je rentre de Palestine. C'est un mot utilisé malheureusement par l'antiterroriste. Et j'ai pu assister à de belles choses. Des choses qui ont pu être réalisables grâce à tous les bénévoles, grâce à l'association, grâce à vos interventions. Parce qu'on a pu récolter de l'argent. Et là-bas, agir concrètement, c'est-à-dire apporter du matériel. Donc là, aujourd'hui, on finance un service de cardiologie dans le camp de Ascar, ce qui n'est pas quelque chose de petit. On a pu financer du matériel pour des enfants en situation de handicap, des enfants orphelins. On a pu apporter des colis alimentaires. Et on espère encore poursuivre tous ces projets à long terme. Parce que là, vraiment, les Palestiniens ont besoin de nous. Donc j'ai commencé par le positif, mais je vais terminer par le négatif. Ce qu'ils vivent là-bas, c'est vraiment l'oppression. Ce qui se passe à Gaza, c'est très grave, mais on ne doit pas occulter ce qui se passe en Palestine occupée. J'ai assisté à l'incursion de l'armée israélienne en direct. Donc face à moi, 12 tanks qui rentraient sur le camp d'Ascar. J'ai voulu rester pour filmer, j'ai pu partager certaines vidéos, beaucoup d'entre vous les ont vues en direct où il y a eu des tirs, il y a eu l'incursion, etc. Mais quand j'ai dit je reste, je dois montrer la réalité de ce qui se passe là-bas, je dois montrer aux Meunais ce qui se passe. Mon collaborateur qui sera là d'ailleurs le 31, on organise un gala le 31 janvier, vous êtes les bienvenus, il sera présent, il me dit mais it's not a joke. Il me prend, mais il me secoue, il me dit mais monte dans la voiture. Et là je vais vite me réfugier. Je n'étais pas dans le... C'était pas un moment de folie, j'étais consciente de ce qui se passait. Mais recevoir ce genre de distinction, c'est aussi une responsabilité. La responsabilité de continuer nos actions, de continuer d'agir et de continuer de vous apporter la réalité du terrain.
Donc voilà, merci encore énormément pour cet honneur. Et j'aimerais que en fait, cette soirée on reste sur un message de solidarité et qu'on continue d'avancer tous ensemble vers un meilleur monde et sans frontières, sans limites. On est tous ensemble, on est tous des êtres humains. Donc voilà, merci beaucoup. Pas très doué en discours, désolé. Non, mais formidable. Bah, tu parles avec le cœur, donc c'est communicatif. Merci beaucoup. Merci beaucoup Ikram pour ce discours. Et en effet, on les a vues, tes vidéos, elles participent de la communication sur ces crimes qui sont documentés en temps réel. Et en effet, la situation, elle est particulièrement grave et toujours aussi inquiétante. Et voilà. Deuxième médaillé, Joseph Pouloulou, tu peux venir à côté de moi. Je suis ravi. Ouais, bravo, il le mérite. Je vais expliquer pourquoi il le mérite. Donc Joseph, tu es une figure emblématique et incontournable de la scène radiophonique locale. Moi, je t'ai découvert assez vite, quand je suis arrivé en 2013. Tu es fondateur et animateur de la radio Mangembo, MNG Radio. Tu t'es investi depuis de nombreuses années dans la création donc, de ce média associatif au service de la communauté locale, de l'information locale, de la culture et de l'ouverture sociale. À travers cette radio, Joseph, tu promeux une programmation riche, engagée, mêlant actualité, émissions culturelles, débats citoyens, contenus en français et en lingala, et tu le fais depuis l'Allemand. C'est généralement là où ça a été omis sur scène à un moment donné, oui. Mais c'est surtout à l'Allemand, où j'ai plaisir à chaque fois à venir dans les studios. C'est toujours des grands moments quand on échange avec toi. Ton travail contribue à faire de Radio Mangembo un espace de proximité, d'expression, d'intégration particulièrement apprécié des auditeurs du secteur melunais et de la Seine-et-Marne. Tu es reconnu pour ta passion, ta créativité, ton engagement en faveur du lien social. Tu incarnes une voix singulière qui met en lumière les réalités et la diversité du territoire. Tu es à la fois animateur de programmes, la fameuse grande matinale que tu animes, du lundi au vendredi de 10h à 12h. Et je pense que là, tu vas beaucoup les animer politiquement, là, les semaines qui viennent. Tu es une figure centrale de la radio que tu as contribué donc à créer avec une ligne éditoriale très reconnaissable, orientée vers l'information locale. Radio Mangembo, portée par toi, existe donc depuis le début des années 2000. Peut-être que tu pourras faire l'historique en fait, de la radio, ça sera intéressant. Et donc c'est un média qui est particulièrement utile, ouvert, et que moi j'ai soutenu plein de fois dès que je le pouvais, parce que je vois son utilité, sa pertinence, et à quel point elle est pertinente aussi pour les auditeurs. Donc merci pour ton action, et pour moi c'était important de la valoriser à travers cette médaille, parce que précisément tu participes de ce lien social sur les ondes, et puis même en vidéo, sur les réseaux sociaux. Et donc merci pour ton travail, ton implication, et puis bravo. Merci beaucoup. Attends, je te remets la médaille quand même. Ah oui. Bah ouais, quand même. Ah. Vas-y, je te la remets. Voilà. Elle est là. Elle est là. Avec l'Assemblée nationale derrière. Merci, monsieur le député cher Arnaud. C'est vrai, on en a fait des émissions. Ouais. Voilà. Oui. Mais en tout cas, mesdames et messieurs, c'est avec une profonde émotion que je reçois cette distinction. 25 ans après avoir lancé la radio, je ne veux pas dire, mais vous avez été l'un des rares à y penser. Donc en 25 ans, c'est vraiment une distinction locale qui me touche et qui touche aussi la communauté congolaise que je représente. Sur les 3 communes de l'agglomération, ça représente 10% de la population. La communauté congolaise. Sur les réseaux sociaux, si vous tapez, vous verrez, Melun est la première ville congolaise de France. Donc vous voyez, je reçois cette distinction au nom de mes collaborateurs, en mon nom propre, et puis surtout, je tiens à dire que le temps passe vite. On ne sait pas ce que ça nous réserve demain, mais en tant que député, j'aimerais que ce que vous venez de faire ne reste pas qu'ici. Que ça arrive jusqu'au Congo. Il faudra y aller. Bien sûr, avec plaisir. J'espère bien. Ouais. Ça serait bien. Mais Melun, c'est aussi une terre de rencontre qui rassemble tant d'Africains. Et c'est devenu un foyer pour
les héritiers de ces familles qui sont ici. Et vraiment, c'est une aubaine que vous soyez à l'Assemblée, parce que depuis 6 mois, nos familles ne dorment plus. Elles ne peuvent plus renouveler leur titre de séjour. Ouais. Leurs contrats de travail sont annulés. Et la meilleure, c'est qu'ils doivent repasser le bac. 40 questions, vous connaissez le test civique, qu'on nous a laissé comme le coup de pied de l'âne de M. Retailleau avant de partir, et qui est en place. 40 questions qu'il faut répondre à 80% pour avoir le droit. Alors que moi, je croyais que pour les personnes qui sont là depuis 5, 10, 15, 20, 30 ans, la meilleure preuve d'intégration, c'est d'avoir formé des citoyens, dont 100% des Français, et qui, ces enfants ont réussi leur parcours. Et aujourd'hui, tout cela est ramené à zéro. Ils doivent repartir à 2 ans, et encore, si cela est possible. Alors moi, j'aimerais que l'une des luttes que pourrait mener pour ces familles, c'est d'arriver à faire abroger cette disposition inique qui empêche les gens de dormir. Mais cela dit, on aime bien notre musique et ça nous remonte. Et laisser cette musique être écoutée sur l'agglomération Val de Seine, j'ai vu la carte de votre circo, on la couvre entièrement et on va jusqu'à Brie-Contre-Mer. C'est notre dernier combat parce que on vieillit. Hein. Je vois Sophie Bordier et moi, on s'est rencontrés, on avait les cheveux noirs. Là, on avait. C'est pas sympa. Voilà. Donc, en tout cas, merci à vous tous. Merci à tous ceux qui sont venus. Et moi, j'essaie, en ce moment d'élection municipale qui arrive, il ne faudra pas que j'oublie d'aller voir la. Bien sûr. Ah, sinon, bien sûr. Bah voilà. Oui. Donc, Ça a déjà commencé. Oui, c'est juste pour dire que nous avons 3 mots. Persévérance, résilience et challenge. On ne lâche rien, même si depuis 3-4 ans, on ne nous donne plus de subventions de fonctionnement. Hein. Oui. Je le dis pour ceux qui sont là. Oui. Mais il y a d'autres... la région Île-de-France nous aide, le ministère nous aide. On ne lâche rien, on s'accroche. Je ne veux pas dire comme les insoumis, mais on s'accroche. Merci en tout cas Arnaud, merci pour ce geste. Je pense que ça sera marqué d'une pierre blanche. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Félicitations. Bah merci. Et c'est vrai, cette disposition que tu évoquais du ministre Retailleau qui est reparti au Sénat est abominable. Et on en voit les conséquences matérielles, morales, familiales. Enfin, je disais tout à l'heure, on traite des dossiers terribles en permanence, à la permanence parlementaire. Précisément, les régularisations, ne serait-ce que d'avoir un rendez-vous à la préfecture. Des gens qui sont là depuis très longtemps, qui sont insérés, impliqués, qui bossent en fait, qui élèvent des enfants français par ailleurs. Et on voit des situations mais ubuesques, terribles, et un racisme institutionnalisé aussi, vraiment. Et on a eu l'occasion d'en discuter à la préfecture, etc. Mais là, il y a eu un raidissement profondément choquant. Et il fallait voir comment c'était défendu à l'Assemblée. Je ne vais pas repartir dans le tunnel, mais franchement, on est hélas pas majoritaire sur ces questions-là. Avec des textes de loi toujours plus régressifs sur ces questions-là. Quand la France doit s'ouvrir au monde, la France, terre de migration, là, on est dans un moment de raidissement. Avec des rhétoriques d'extrême droite qui sont objectivement banalisées, du grand remplacement, etc., sans guillemets, et je trouve que c'est profondément inquiétant. Donc là, il y a un axe de résistance qu'il faut aussi construire par les luttes, et nous, avec nos petits moyens, on essaye. Mais voilà, le contexte n'est pas forcément favorable. Et moi, ça me désole que cette France devienne cette France rance de l'extrême droite, et des gens comme Retailleau qui ont vraiment contribué à cette escalade identitaire vraiment moribonde. On en a fini. C'était une belle cérémonie. Moi, je suis très content. Maintenant, on va faire quelques photos avec les médaillés quand même. Et donc là, il y a des softs et sans doute aussi un buffet qui vous attend. Donc, continuez à échanger. Si vous avez des questions, alors pas trop sur le budget parce que ça me fatiguait. J'en peux plus de la question. Alors, le budget, vous allez le voter ? Bon. Je peux répondre, mais on pourrait aborder plein d'autres sujets.
Et puis, merci d'être venu ce vendredi soir, pluvieux. Et puis, continuons les échanges. Et puis, j'espère, à l'année prochaine.